Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie d'Alan Lévesque et Jean-Nicolas Boucher et vous écoutez Les Injustes. Nous sommes dans l'âge du geek. Dans cette ère d'égalité, d'acceptabilité et de justice des internets, règne une ombre. 4 chevaliers de la culture populaire vont briser les standards. Nul ne sera à l'abri de leurs opinions. En tout temps, en tout lieu, Les Injustes. Messieurs, bonsoir. Salut. Salut. Mon Dieu, c'est rapide, ça. Battez-vous pas pour être le premier à répondre. Ah, c'est à cause de ma connexion Internet là, à 56 kbps seconde. Ça chie un peu. Bienvenue dans les années 90. Jean-Nic, bonsoir. Bonsoir, moi j'ai demandé à ma copine de pas décrocher le téléphone pour que ça perde la ligne. Ouais, pour pas qu'on l'entende. Allô? 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 C'était une belle époque, ça. Ouais, on l'aurait pas entendu, ça aurait tout simplement déconnecté. Mais non, on s'ennuie pas. T'es peut-être trop jeune. Toi, tu te souviens pas de ça? Quand on était dans notre salle d'ordinateur, là, j'avais ma grosse tour, mon gros écran. Puis quand maman décrochait le téléphone parce que j'étais sur Internet, on entendait maman dans l'ordinateur. Qui comprenait pas ce qui se passait parce que tout ce qu'elle entendait, c'était... T'entendais juste « Allô? Non, je suis pas trop jeune, on doit avoir 4 mois de différence. Non, mais t'entendais « Allô? 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 » dans l'ordinateur. C'était vraiment... Là, t'es obligé de crier « Maman, lâche le téléphone! » Mais... Je sais pas, moi, j'ai été chanceux que l'Internet a rentré, puis que, tu sais, l'Internet avec téléphone était là, puis qu'après, Vidéotron a embarqué avec le câble. Quand mon père a décidé d'utiliser l'Internet pour la première fois de sa vie, il a fait « C'est quoi cette merde-là, tabarnak, il n'y a rien de plus vite que ça. » Ben, il est parti avec Vidéotron puis le câble. Non, mais t'as été chanceux. Nous autres, le câble, ça a pris quand même un certain temps, puis on a eu le téléphone. Puis à un moment donné, c'est juste devenu invivable. Tu sais, t'as des ados qui sont tout le temps sur Internet. T'as la mère qui veut téléphoner à tout le monde. T'as la sœur qui, elle, téléphone à ses amis parce que le cellulaire, c'est plus ou moins présent à ce moment-là. C'était le bordel. Il n'y avait rien à faire avec ça. Puis écoute, ça n'a pas été trop long qu'on a quitté. Mais combien de fois je me suis pété à la gueule à essayer de connecter le sacrifice d'Internet parce que ça marchait pas, là. Puis ça arrêtait plus, là. Cette série de bruit-là. Je fais partie de la génération que j'ai eu de l'Internet câble au début, c'est que je fais partie du monde qui a eu des factures de 400 $. T'étais un sale riche. Moi, je me souviens très bien qu'on payait 2 $ pour aller faire 1 heure d'Internet à la bibliothèque. Non, moi, j'ai fait partie du recours collectif de Vidéotron à l'époque. En tout cas, j'ai fait profiter ça de mes parents 10 ans plus tard, là, parce que, ouais, c'est ça. Il n'y avait pas de notification à l'époque. C'était bordel, hein? Non, c'était c'est juste pas... qu'à un moment donné, il y avait une lettre qui arrivait par la poste. Les parents t'accotaient d'un mur, faisaient « Tabarnak, c'est ça que t'as fait là. » Puis tu fais comme « Ah, ça se peut que le mois prochain, ça soit encore plus haut. » Non, c'était pas ouf. Puis la seule chose qu'il y avait à faire en passant à la bibliothèque, c'était d'imprimer des images pour mettre dans nos agendas. Là. On allait sur la toile du Québec à regarder des photos des Simpsons. On s'entend que l'Internet, à cette époque-là, avait peu ou pas d'utilité. Là. On va se le dire. Là. Tu faisais le tour quand même assez rapidement. Et il y a eu pendant qu'on est là-dedans, il y a eu toute cette passe aussi que je trouve qu'on s'est bien rattrapé. Puis je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je me rappelle en 2002, quand on est allé voir Star Wars Attack of the Clone. Écoute, on s'est assis dans le cinéma, là, puis je pense qu'on connaissait le film avant qu'il parte. Tout avait leaké ou presque. Là. On savait tout. Les scènes... T'étais à Chicoutimi, toi, ce film-là? Non, parce que, non, rappelle-toi, il n'avait pas été à Chicoutimi, Attack of the Clone. Ouais, je sais. Moi, je suis monté à Québec le voir les premières journées, première fin de semaine. On avait été obligé. Je n'étais pas fait cliquer. Là. Ah, moi, je savais tout. La scène du combat avec Yoda, on savait, il y avait des scénarios qui étaient sortis. Tu sais, je te dirais que depuis quelque temps, je sais pas si c'est moi qui est plus prudent ou si c'est l'Internet qui est mieux fait, mais on dirait que je me protège mieux des spoilers qu'à l'époque. Je pense que c'est toi qui es plus prudent, puis je pense que tu as appris de cette expérience-là parce que j'ai l'impression que c'est pire que jamais présentement. Il faut volontairement se mettre des œillères pour éviter de se faire spoiler. Meilleur exemple, l'épisode de cette semaine de Mandalorian qu'on va parler. J'allais vous donner l'exemple. Moi, honnêtement, là, vendredi matin, là, personne m'a spoilé de la journée ou presque. Mais toi, tu parles le vendredi matin, mais moi, je travaillais, là, ça fait que j'ai pas pu l'écouter le matin, je l'ai écouté aujourd'hui, samedi. C'est que moi, à 11h, là, je savais qu'il s'appelait Gros Cul, je savais que je voyais à Chocotano, puis je savais qu'il parlait de 30. Je savais déjà tout, là. Ah, ça, c'est un peu là. T'avais même pas besoin de lire des articles, là, c'était des gros titres partout que c'était écrit. Là. Sauf que quand tu compares, par exemple, à, je sais pas moi, Avenger Endgame, là, à la première du film, là, il y a eu des films que j'ai vus en première où j'en savais déjà pas mal plus que lorsque je suis allé voir Endgame. Je savais presque rien. Là. C'est sûr que... Ouais, mais Disney se sont beaucoup améliorés sur la protection des leaks. Ben oui, puis tu sais, il faut dire aussi que je fais pas non plus de... Tu sais, je ne cherche pas à en avoir. Mais il me semble qu'il fut une époque où, même quand tu cherchais pas,
ça t'apparaissait d'en face. Tu avais l'impression que, comme une game de hockey ou de football, que tu veux pas savoir le score parce que tu vas la réécouter ou ben tu vas te préserver. Là, c'est impossible. Mais je trouve je sais pas si collectivement, je trouve qu'on s'est amélioré. Les Star Wars, par exemple, 7, 8, 9, là, quand j'entrais dans la salle de cinéma, là, j'étais quand même pas mal vierge. Là. Mais de toute façon, le meilleur truc pour pas se faire leaker sur Facebook, là, c'est que tu suis pas IGN. Ah, eux autres, c'est les pires. Là. Ça, c'est les vraiment autres, c'est les pires. Les autres veulent tellement de clics qu'ils vont tout te spoiler dans le titre. Comme ça, tu vas faire, je vais cliquer dessus. De toute façon, ça a tout été dit là. Ah, puis c'est surtout le nombre d'articles avec la même scène qu'ils peuvent produire, tu sais, qui a m'amené du fait que si t'as pas vu, mettons, le premier ou le deuxième article par chance, t'as bien des risques de voir le troisième, quatrième ou cinquième qui publie, là, tellement ils en font sur la même affaire. Je pense sur Mandalorian, pour reprendre cet exemple-là, ils ont fait quasiment une quinzaine d'articles. C'est parce qu'à un moment donné, il y avait un article sur la couleur des bobettes à Ashoka. De toute façon, c'est les seules personnes qui sont plus actives sur les médias sociaux que Trump. Entre autres, oui. Mais pour vous, c'est important encore de se préserver. Aimez-vous encore l'effet de surprise ou ça vous a jamais dérangé? Ça dépend pourquoi. Ouais, ça dépend. Moi, tout dépend, tu sais. C'est comme pour Mandalorian aujourd'hui, même je m'étais fait leaker puis que j'étais au courant que ça aujourd'hui, c'est que je savais que j'allais finir par l'avoir à Ashoka. Moi, c'était voir le rendu qui m'intéressait, c'était pas de savoir en tant que tel. Là, tu vois, moi, en vieillissant, là, j'aime plus encore l'effet de surprise que je l'aimais avant. Fut une époque là, où je cherchais tous les moindres détails. Puis j'arrivais déjà avec beaucoup de choses en tête. Puis à cette heure, regarde, je savais qu'on allait finir par voir Ashoka. Je savais que c'était Rosario Dawson. Mais tu sais, j'ai pas cherché à trouver des images ou des leaks ou des photos comme on fait avec The Batman depuis un certain temps, là, où on monte des leaks. Puis tu sais, à un moment donné, j'y cherche pas. Puis il me semble que quand t'es dans la salle ou que t'écoutes ton film, t'écoutes ta série, il y a un plaisir à être surpris par la patente, tu sais, à pas savoir d'avance que t'en verras pas plus. Là. Moi, quand j'ai ouvert mon Mandalorian, j'étais ouvert à tout. Là. Moi, j'étais ouvert à y voir juste un bras, voir juste un sable laser qui allume à la fin de l'épisode. Alors, quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu la première scène. Puis j'ai fait comme, OK, on va jusque-là dès maintenant. Wow! Puis, c'est ça qui est merveilleux avec la façon qu'ils tournent de Mandalorian et la technologie qu'ils ont développée, là, qui en plus qui est pratiquement COVID-proof avec les écrans OLED tout en arrière, c'est que ils n'ont pas besoin de sortir dehors, sur location, filmer. Ça fait qu'il n'y a personne qui peut prendre des photos. Rien, ils sont en studio avec des écrans derrière. Ça fait que s'ils veulent garder quelque chose de secret, là, c'est le petit staff qui est là. Puis vu qu'ils sont en COVID, c'est équipe réduite en plus. Ils sont blindés. S'il n'y a pas d'image, je peux sortir avec ça. Écoute, je pensais pas qu'on allait commencer avec ça, mais maintenant qu'on est dans le sujet, on en parle tout de suite. Puis je pense, Jean-Nic, tu as bien résumé ma pensée, là. Mais c'est en pleine face que cet épisode-là commence, là. Moi, j'étais un peu comme toi, tu sais, je me disais, vas-tu te présenter à la fin? Genre, c'est ça, on va-tu l'avoir au complet? Il y a pour plus tard. Puis, tu sais, moi, je savais à peine c'était qui, là. Je sais c'est qui le look du personnage. Je connais un petit peu le background, là, mais, tu sais, je pourrais même pas résumer qu'est-ce qu'elle a vécu avant la série. Mais, tu sais, je savais que pour les fans, ça représentait quelque chose de gros. Puis, je trouve ça cool. Ils ont décidé d'y aller, genre, up front. Non, on y va all-in, puis... Et là, dès les premières minutes, merci. Pas de jeu d'ombrage, pas de préliminaire. C'était direct dans l'action. Là. Puis j'ai apprécié ça aussi. Alan, quand tu as vu la première scène, t'as pensé quoi? Honnêtement, j'étais content parce que j'avais peur, je savais de la voir 30 secondes à la fin, mais tu sais, façon de parler, voir la voix dans les 10 dernières minutes agir, puis que comme plusieurs personnages de Mandalorian qu'on voit là, puis qu'après, ça va prendre 2-3 épisodes, ou sinon, on va leur avoir la saison d'après. J'avais peur de ne pas en voir assez. Mais là, j'en ai vu beaucoup, vraiment, vraiment beaucoup, et ça finit en « c'était pas encore assez ». Ben moi, tu sais, on va se le dire là, d'abord, là, je suis en amour avec Rosario Dawson. J'adore cette actrice-là. Dans Sin City, j'avais capoté. Dans Clerks, écoute, j'avais tellement trouvé drôle. En plus qu'elle est mignonne, on va se le dire. Là. Moi, c'est mon genre de femme. Mais en Ashoka Tano, c'est... Et ce qui m'a surpris le plus, tu sais, Jean-Nic, tu dis que tu la connais pas beaucoup, mais moi, je me suis quand même tapé Clone Wars au complet. Rebels, je me suis tapé les épisodes importants ou les moments importants. Puis là, je fais des guillemets pour les auditeurs qui me voient pas, là. Mais à quel point elle a pris ça au sérieux puis que son interprétation est presque identique à ce qu'on voit dans les comics? Moi,
de un, quand c'est présenté, le maquillage, j'ai trouvé que c'était brillant parce que il faut pas oublier que Clone Noir, puis même Rebelle, c'est de l'animation qui était faite quand même assez carrée. Tu sais, c'est pas quelque chose que des lignes très, très, très fines. Je dirais qu'en partant, quand tu y vois la face puis qu'elle bouge pas, le maquillage qu'ils ont fait sur sa bouche, ses lèvres, tu vois qu'ils ont grossi puis qu'ils ont fait un look carré à peu près comme la série en animation. Là, j'ai qu'en fait, OK, sur les détails, ils ont allé très loin. Mais quand Rosario a commencé à acter, là, tu fais comme, OK, là, la fille, elle a compris qu'elle interprétait un personnage iconique et que plusieurs personnes allaient checker le moindre détail de ce qu'elle allait faire. Sa façon qu'elle tient ses sables laser, sa posture et même sa façon de parler et d'arrêter ses phrases et de se positionner, c'est pareil à l'anime. De un, Dave Filoni a créé le personnage, il était en arrière, puis il y a une job de maître qui a été faite là-dessus, c'est sublime. Ah, moi, honnêtement, et c'est par son parler que je l'ai reconnu le plus. J'ai fait « Wow! OK, elle a pris ça au sérieux. » Puis ça, j'aime ça, voir une actrice qui n'est pas là juste pour la paye, mais qui est là parce qu'elle avait le goût d'être là. Puis ça se sent dans son interprétation tout au long de l'émission. Si on se rappelle bien, c'est elle qui avait parti sur Twitter le fait qu'elle voulait jouer Ashoka Tano. Exact. Donc, l'actrice, à la base, lui ressemblait au personnage et c'est elle qui a fait un mouvement sur les médias sociaux pour dire « je veux le faire ». Mais tu sais, Jean-Nic, juste pour te mettre dans le coup, tu sais, Ashoka, c'est une Jar Jar qui a réussi à s'en sortir parce que moi, j'étais un des rares qui l'aimait dès le premier film, le film d'animation Clone Wars en 2008. Ouais. Moi, je l'aimais. Je la trouvais cool. Je me disais, c'est un bon personnage. Il y a quelque chose là à aller chercher. Mais il y avait eu un backlash quand même important. Puis je pense que le plus grand backlash, ça a été le fait que, tu sais, on se demandait tous pourquoi Anakin avait un padawan, à quoi ça servait, qu'est-ce qui était arrivé à ce padawan-là pour épisode 3, puis on avait de la difficulté à se faire une timeline dans notre tête, à se dire comment ce gars-là a pu oublier son padawan ou comment elle n'a pas pu avoir un rôle plus important que ça. Tu sais, il y avait plein de questions qui ont fait qu'on l'a mis un peu de côté. Mais avec le... Ils sont probablement des maladresses de l'époque, mais qui ont rattrapé avec le temps. Dans le fond. Ben, c'est exactement ce que je pense. Je vais se faire une historique quand même rapide et légère du personnage, parce que justement, elle a commencé dans le premier film de Clone Noir, 2008, au cinéma, puis après qui est devenu la série de Clone Noir. C'était la Padawan qui a été attitrée à Anakin, puis il l'avait surnommé Snip. C'était comme une petite fille d'à peu près 10 ans qui était... C'était une pure conne. C'est pas pour rien que Martin l'a traité de Jar Jar Binks. Moi, je fais partie du monde qui détestait ce personnage-là quand elle a commencé dans le premier film avec le bébé Jabba the Hutt. C'était une hyperactive. Là. C'était vraiment... Elle était désagréable. Elle était désagréable. Puis après, dans le Clone Noir, plus la guerre avançait, puis plus, à un moment donné, ils ont fini par la faire vieillir. Je pense que c'était au moment de la 3e ou 4e saison. C'est là où il y a eu le switch de costume, puis on s'est rapproché un peu plus des films. Là. On a lâché tout ce qui avait l'air d'un peu jouet commercial, là, puis on s'est concentré. Là. Puis là, que Ashoka Tano est devenue vraiment une guerrière équivalente à Anakin Skywalker, puis sa posture avec son épée courte et son épée longue s'est installée. Et à partir de ce moment-là, le personnage a évolué, et on a vu que George Lucas a perdu le contrôle de sa série, puis c'est vraiment devenu du Dave Filoni, parce que Dave, il faisait partie de plusieurs personnes qui voyaient la façon que George Lucas avait créé les Jedi dans le Conseil. Le Conseil répondait au Sénat, il faisait la guerre puis défendait les planètes qui étaient rentables, mais si c'était une planète de pauvres, les Jedi n'allaient pas t'aider parce que le Sénat ne voulait pas. Et c'est l'évolution que Dave Filoni a fait faire à ce personnage-là qui s'est désengagé de l'Ordre Jedi pour arriver dans la dernière saison qui est sortie sur Netflix, qui a été rencontré l'Ordre Jedi, il a fait « Vous êtes des pawns, vous répondez au Sénat, vous n'êtes pas des Jedi, vous n'êtes pas là pour protéger le peuple, c'est que vous êtes des cons, je ne suis plus une Jedi, à toute crise à terre, est partie. En fait, son évolution est probablement l'évolution qu'aurait suivi Luke Skywalker s'il avait été là dans ces années-là. T'sais, elle est un peu l'anti-Luke Skywalker, c'est-à-dire que elle est une Jedi pour les bonnes raisons et pour une raison qu'on nous explique peu ou pas, elle est un peu dans la même position que nous, c'est-à-dire qu'elle se rend compte de ce qui se passe à un autre niveau que les Jedi qui ont le nez collé dans le vide de la guerre des clones. Puis, dans le fond, elle sert à représenter un peu le spectateur. Parce que tu es Ashoka Tano quand tu écoutes la série. Parce que tu te dis, voyons, ça n'a pas de bon sens la décision que vous venez de prendre. Ou encore, ça n'a pas de bon sens, pourquoi vous allez là plutôt que là? Ou pourquoi Anakin fait ça? Pourquoi Obi-Wan fait ça? Puis elle pose les questions que le téléspectateur se pose. Donc, moi, je comprends l'histoire d'amour qu'il y a eu entre le public et Ashoka parce qu'Ashoka, c'est le fan de Star Wars. Et elle vit le même... Je ne sais pas si c'est voulu, là, mais elle vit la même trame narrative qu'un fan de Star Wars. Elle est déçue. Elle essaie de s'accrocher à ce qu'elle connaît.
elle veut changer les choses. Puis tu sais, moi, je me suis reconnu comme fan dans Ashoka. Et plus ça avançait, plus on répondait à la question pourquoi elle n'est pas là dans la trilogie originale, puis plus ça fait du sens, puis plus ils l'ont mis comme dans un autre coin, puis ils se sont dit, regarde, il y a quelque chose d'autre qui se passe en dehors des Skywalker, puis c'est là-bas. Bref, c'est un personnage qui, je pense, mérite d'être connu, puis honnêtement, Mando lui a vraiment fait honneur. Effectivement, puis en plus, ils ont présenté ces sabres laser blancs qui avaient été expliqués dans le roman d'Ashoka qui avait sorti de l'environ 2 ans. Donc, elle qui avait renoncé d'être un Jedi, puis elle s'était cachée, elle était obligée de sortir de sa cachette pour battre un inquisiteur. Puis, en battant l'inquisiteur, elle a ramassé les Kyber Crystal que les Sith, elles ont corrompent et les rendent rouges, mais elle, quand elle a ramassé des Kyber Crystal qui étaient rouges, chose qui n'était pas normale, elle les a purifiés puis ils sont devenus blancs purs. Donc, elle représente la neutralité totale puis une force Jedi qui est ni bonne ni mauvaise. C'est possiblement la première itération qu'on a d'un Jedi gris au grand écran, puis même dans l'univers étendu. Donc, un Jedi qui est capable de vivre ses émotions puis qui est capable de les contrôler aussi. Tu sais, c'est ce qui est le fun avec ce personnage-là et tout ce qu'on voudrait que soit un Jedi. Mais maintenant, ça, c'est la vision de deux gars qui ont aimé le personnage, qui ont vu Clone Wars. Mais toi, quand tu écoutes cet épisode-là, Jean-Nic, est-ce que tu as l'impression qu'on te force quelque chose d'un fanboys ou ça faisait du sens là où tu étais rendu dans Mando? J'ai l'impression qu'on me forçait quelque chose de fanboy à plusieurs niveaux, mais ça veut pas dire que c'est une mauvaise chose. Puis, moi, je pense que le pari qu'ils ont pris là, depuis de saison 1, je pense qu'ils essayent avec les side caractères qu'ils amènent. Ils se disent tout le temps, on va développer l'histoire, mais on espère aussi que le public va triper parce que si la réponse est assez bonne, on pourrait toujours décoller comme des side stories avec ces personnages-là. Je pense qu'ils savaient depuis le début que leur gros coup, ça allait être Ashoka. Moi, quand j'ai terminé cet épisode-là, j'étais là, ça ressemble à un pilote pour sa propre série. Puis avec ce que j'ai vu, j'écouterai cette série-là. Ben moi, c'est un peu le bout qui m'a dérangé. Quand ils sont partis à la fin, qu'elle va être comme Apollo Creed, puis comme la fille de la UFC. Là, c'est des personnages qu'on va revoir sporadiquement, mais pas au centre de l'intrigue. Ben ça, c'est un peu le bout qui m'a dérangé. Ça ressemblait un peu à Age of Ultron. C'est un pilote. C'est un pilote pour sa série d'épisodes. Mais si je peux répondre à ta question par rapport à ça, Martin, c'est parce que tu dis que tu as écouté des épisodes clés de Rebels. T'avais-tu vu la fin? Ouais, j'en ai surtout entendu parler, puis ça m'a surtout donné le goût de ne pas l'écouter. Jedi qui est du temple qui voyage dans le temps. Ouais, c'est ça, là. Moi, je parle de la vraie fin où Ezra Bridger a pris Thrawn qui est parti à l'autre bout de l'univers avec, et c'est vraiment souvent avec Thrawn, parce que Thrawn, son plan, c'était de bâtir une armée de TIE Fighter qui était plus efficace qu'un X-Wing. Et avec le plan qu'il avait, là, oublie ça, la rébellion crevait, ça prenait 2 secondes. C'est qu'il fallait qu'il se débarrasse de Thrawn. Puis, quand Ezra Bridger a disparu, Ashoka Tano et Sabine ont décidé qu'ils partaient à la recherche d'Ezra et aussi en même temps essayer de retrouver Thrawn. Donc, la série n'avait pas vraiment de temps à ouvrir quelque chose. Puis la dernière séquence, ça se passait après le retour du Jedi, qu'elle voyait Sabine et Ashoka. Et Dave Filoni a toujours voulu finir cette série-là. Donc, j'ai l'impression que ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont fait, on a Disney+, on a du budget, Mandalorian va bien. Tes personnages, on voudrait les avoir dans l'univers Star Wars de façon officielle parce que, tu sais, il y a beaucoup de monde qui pense comme toi, Martin, faisait comme Star Wars, c'est des films, tout ce qui est à côté, c'est de la style de marde. Puis j'ai l'impression qu'ils ont proposé à Dave Filoni, ça tente-tu de rendre ton univers, tu sais, vraiment concret, puis que le monde va arrêter de dire que tu fais des petits crises de bonhomme, puis tout ce que tu as créé depuis les 25 dernières années, là, on le reconnaît, puis on te le met d'en face. Sauf que pendant ce temps-là, il y a un show qui souffre de ça. Là. Je veux dire, Mando, c'est un show, c'est pas une infopub. On avait des moments émotifs incroyables. On avait des grosses révélations dans cet épisode-là et ça passait comme deuxième après Ashoka. Ça m'a pas nécessairement dérangé, mais j'ai hâte de voir, mettons, la semaine prochaine. Parce que, tu sais, je veux dire, le bonding entre Grogu puis Mando puis tout ce qui arrive, il y a les personnages avancent beaucoup dans ce personnage-là, mais c'est comme en second plan derrière
le combat Ben, d'Ashoka. en fait, moi, puis les combats d'Ashoka. c'est ça le problème que j'ai, là. Et c'est pour ça que je vous parle de Age of Ultron. C'est que, tu sais, on peut être excité sur Ashoka, on peut avoir le droit de se dire, hey, j'ai hâte de voir sa propre série, puis c'est correct. Puis, tu sais, moi aussi, je vais l'écouter, cette série-là. Puis, même chose avec les Dead Watch, puis quand on a eu, comment est-ce qu'elle s'appelle? J'oublie tout le temps son nom, le Bogo Gagazo. Bo-Katan, là, tu sais, super cool, Bo-Katan. Mais j'ai l'impression que depuis 2 ou 3 épisodes, Mando, c'est une infopub. Et pendant ce temps-là, sa propre histoire à lui, tu sais, faudrait pas qu'il oublie que dans la saison 1, ils ont créé son propre univers qui était intéressant sur lui-même. Et la question que je vous pose, puis c'est la même question que j'avais posée avec Star Trek, à quel point c'est nécessaire, puis je pense que notre auditeur Marc Gagnon s'est posé la question, à quel point c'est toujours nécessaire de ramener les choses qu'on connaît, puis qu'on pourrait pas partir sur du neuf. Moi, Mando, la première saison, là, j'ai trouvé ça écœurant, puis je me suis dit, bon, ben ils construisent quelque chose de nouveau. Mais dans la deuxième saison, j'ai pas mal plus l'impression qu'on évacue tout ce qu'il y avait de neuf, puis que finalement, on présente, hey, tu sais, vous vous rappelez d'elle, on va la voir, vous vous rappelez de lui, on va le voir, puis là, ça s'en vient, puis, tu sais, je voyais même des fans sur Internet dire, ah, peut-être que là, où est-ce qu'ils s'en vont avec bébé Yoda, c'est le bout que ça va nous prendre pour que Luke Skywalker arrive. Quel intérêt que Luke Skywalker arrive, honnêtement, là? Ça, c'est le gros doute que j'ai par rapport. Parce qu'elle va à la recherche de temple de Jedi. Oui. Puis elle dit, si quelqu'un le met sur le piédestal, ça va caler d'autres Jedi. Oublie Luke Skywalker, là. Skywalker, il règle ça de la carte. Oui, mais t'as peu. Fais-moi juste. Rappelle-moi juste une chose, là. Dans la période de temps où ça se passe, Mando, Luke est en train de faire ce genre de recherche-là, non? Luke est en dépression. Non, il n'est pas en dépression tout de suite. Il est en dépression après, quand il n'a pas trouvé le petit couteau qui était dans le sable mouvant puis qu'il avait juste à tomber dans le sable mouvant. Mais avant ça, il était comme à la recherche d'artefacts, puis de temples, puis il visite, puis il essaie de rebâtir son ordre Jedi. Donc, c'est très possible qu'il soit un des Jedi qui reçoivent le call de bébé Yoda, là. Non, parce qu'il y a 2 possibilités là-dedans. Parce qu'il ne faut pas t'oublier que tu n'es pas dans l'univers vraiment de Skywalker, tu es dans l'univers des Filoni. Tu as 2 possibilités. Tu as soit Ezra Bridger, qui était un chercheur de temple Jedi qui peut se pointer, qui va faire encore un lien avec Ashoka Tano et 30, ou il ne faut pas oublier que même le jeu que EA a créé l'année passée, Fallen Order, avec Cal Kestis, qui a été joué par Cameron Monaghan, qui est celui qui avait fait le Joker dans la série Gotham. Donc, c'est un acteur qui est vraiment vivant, qui est déjà signé avec Disney et avec EA. Tu as 2 joueurs Jedi qui peuvent s'en pointer à la place de Luke Skywalker. Puis, tu sais, il y en a un qui est déjà... Sauf que ça nous avance pas. Ça nous ramène encore, finalement, à... On plug du stock qu'on avait... Tu sais, je trouve ça dommage. Il faut qu'il se débarrasse de Gros Cul, qu'on a appris son nom. Mais je vais l'appeler Gros Cul parce que Gros Cul, je trouve ça con. Mais il faut qu'il se débarrasse de bébé Yoda, à un moment donné. C'est parce que bébé Yoda, c'était ma peur quand on l'a vu dans la saison 1. C'est le poids lourd qui va venir dans ces jeux. C'est qu'il amenait tout le leurre des Jedi, il amène tout ce qu'on connaît de la Force, il amène tout. Fait que c'est comme s'il était condamné à finalement croiser ces personnages-là, puis on se concentre plus sur ce qui était Mando. Parce que Mando, au-delà de sa relation avec Grogu, qui avance dans l'épisode, il se passe pas grand-chose avec le personnage. Puis ce que tu disais tantôt, Martin, le fait qu'on ait vu qu'il cherche son identité un peu, là, il a rencontré d'autres Mandaloriens, on dirait que là, tranquillement, c'est comme éclipsé une sorte d'école du début de la saison 1. Là. L'évolution du personnage, il n'a pas. Là. Il cherche une famille à Yado, puis il construit un petit peu son lien avec. Mais là, on est vraiment en mode Disney se magazine d'autres séries à décoller parce que les cinémas réouvriront pas. Ben, c'est un peu ce que j'ai senti dans l'épisode. T'sais, à la fin de mon épisode, j'étais à la fois très heureux de ce que j'avais vu et à la fois déçu de me dire est-ce qu'on a manqué une belle occasion? En fait, j'ai eu le même sentiment que quand j'ai vu l'Enterprise à la fin de la saison 1 de Discovery, où je m'étais dit hey, vous avez passé une saison à établir des nouveaux personnages, vous avez réussi à me vendre à ces personnages-là, vous m'avez fait décrocher de tout ce que je connaissais, puis là, j'ai le goût de savoir c'est quoi leur histoire à eux, puis là, pouf! L'Enterprise arrive. Tu fais comme ah, fuck! C'est comme si tu t'étais débarrassé du chocolat puis que tout va bien, tu as trouvé un nouveau fruit qui vient te mener le sucre que tu avais besoin. Puis là, ben, ça finit avec une grosse barre de chocolat pour te récompenser. Tu fais comme calice, j'ai passé l'année à. C'est ça, moi, le sentiment que j'ai. T'sais.
Mais c'est parce que c'est le gros problème. C'est parce que là, présentement, avec ce qu'ils ont fait avec c'est Gideon, le plan qu'il y a, on ne sait pas trop ce qui s'en va avec ses clones. On a montré possiblement des Death Troopers. Gideon, c'est lui qui a éliminé la reste des Mandaloriens qui arrivaient. Sauf que là, on est rendu sur 3 voies différentes. Tu as la voie du Jedi avec les Tentes. Tu as la guerre de Gideon qui veut créer ses nouveaux Stormtroopers avec l'aide des clones ou puis de la Force. Et tu as la quête de Mandalorian pour peut-être remettre un Mandalore quelque part, puis remettre les Mandalorians sur la map. Sauf que là, présentement, au début de la saison, on voyait que ça s'alignait Mandalorian, puis là, ça s'en va sur... Je sais pas, parce que là, Chris, c'était quoi? On était à l'épisode 5 cette semaine. Là. Ouais. Il en reste 3. Ouais. C'est que je sais pas ce qui va se passer de gros dans les 3 prochains épisodes, mais si ça finit pas sur un cliffhanger qui lui décide, parce qu'il faudra avoir le personnage d'Esposito, là, Gideon, avec une ligne directrice solide. Parce qu'il faut qu'on sache, ce personnage-là, c'est lui qui va décider où est-ce que la série va. Parce qu'il y a du potentiel, ce petit personnage-là, moi. Toute fois, je le vois, j'ai des frissons. Je me dis, ce gars-là, il y a quelque chose, puis on l'a vu peut-être 2 fois, tu sais. Tu casses pas un gars du calibre d'Esposito pour rien, là. Non, faut que tu le vois. Faut que tu le vois. Puis écoute, la dernière scène qu'on l'a vue, là, moi, il m'a donné des frissons dans le dos. J'étais comme, wow, il a donc ben l'air evil. Tu sais, il fait longtemps qu'il n'y a pas un méchant de Star Wars qui m'a donné, qui m'a donné l'impression d'être méchant de même. Là. Tu sais, Snoke, c'était de la merde. Kylo Ren, c'était un pleureux. Mais lui, il a vraiment l'air badass. Là. Puis tu sais, moi, ça me... Quand Ashoka, à la fin, là, ramasse la bonne femme puis qu'elle dit genre, il est où ton boss? Dis-moi, il est où ton boss? Moi, je pensais que c'est lui qui allait être nommé, puis j'étais là, OK, ils vont faire un pont avec le fait que, pour une raison X, elle le cherche aussi. Puis là, finalement, elle cherche Traum. Puis là, tu sais, je suis comme... Moi, je suis le contraire d'Alan là-dessus. C'est comme, bon, le bonhomme qu'on a vu 2-3 fois dans la série télé qui ont fait un livre qui est bleu, mais que personne ne sait c'est qui. Les fans vont triper puis ils vont faire « Yeah, il nous ramène Traum! » Mais tu sais, pour personne ne sait c'est moi, qui, Chris. Bon. C'est le vilain de la première trilogie officielle de la suite des 3 premiers Star Wars de Blood 35. Moi, je comprends, là, mais je pense que ce qu'il veut dire par là, c'est que, tu sais, pour un fan qui a suivi les films puis qui n'a pas lu nécessairement le... Tu sais, moi, je savais qui était Traum, mais écoute, la trilogie de Timothy Zahn, là, c'est loin en esti dans mon esprit, là. Fait que, tu sais... Moi, je serais curieux d'en apprendre plus sur ce personnage-là, mais c'est-tu le bon... Tu sais, je pense qu'Alan a la bonne analyse quand il dit qu'il y a 3 trucs. Puis si tu ajoutes à ça là, un peu mon analyse du fait que je trouve que ça ressemble à Age of Ultron, puis ce que tu disais, Jean-Nic, sur le fait que, tu sais, ça a l'air de partir des pilotes plus qu'autre chose, je pense qu'on a un bon overview de cet épisode-là. Là. Je pense qu'on a un... Oui, Alan? C'est encore pire, là, parce que si on n'y a pas des références, là, c'est parce que c'est quelque chose que je vous avais parlé sur le chat aujourd'hui. On a eu des références sur les unités HK en plus dans cet épisode-là, qui fait référence à un des personnages principaux de la série KOTOR, les Chevaliers de l'Ancienne République, qui avait sorti sur PC, sur Xbox dans le temps, où tu avais un droïde assassin qui était une unité HK-47, qui était à l'époque où tu combattais contre Evans. Il y a eu des références aussi de Revan dans cet épisode-là. On a eu possiblement dans Rise of the Skywalker une référence à Revan. Donc, ça va encore plus loin sur une mythos. Puis c'est pour ça que là... Ouais, mais ça, c'est des bonbons donnés aux fans, ça. Tu peux pas t'attendre à ce que le public qui écoute la série fasse comme, bon, je vais aller rejouer à KOTOR, un vieux jeu de... Non, mais oublie pas que le prochain de Disney, autant en bande dessinée qu'en roman, il s'envoie sur le Old Republic de 250 ans. Donc, ça veut dire qu'il va possiblement avoir des séries TV aussi là-dessus. Donc, moi, c'est pour vous aller sur le point Martin, là, sur Age of Ultron, c'est qu'il lance des pistes partout pour voir les réceptions, puis là, j'ai l'impression qu'ils vont vraiment, mais vraiment trop tirer partout. Parce que dans le même épisode, parler des Jedi, possiblement faire un lien avec Traum, avec Ezra Bridger, peut-être emmener Cal Kestis qu'on a vu dans les jeux vidéo, et t'emmènes en plus l'Ancienne République avec Revan, c'est... Où c'est que tu t'en vas? On a besoin d'une ligne directrice à partir de là. L'épisode était génial, c'était magistral. Ashoka, c'était incroyable, mais où c'est que vous allez à partir de là? Ouais, surtout qu'il reste 3 épisodes pour clore ça. Ouais, c'est ça le problème.
Je t'ai posé 12 questions, puis on a, avec des moyennes d'épisodes de 30 à 42 minutes, on a 1h30 là, pour closer ça. Le gros du problème, tu l'as évoqué, dans toutes les questions que tu m'as posées, tu n'as pas posé la principale. Il va arriver quoi avec Mando, puis il va arriver quoi avec Grogu? Ils l'ont éclipsé. Ils l'ont éclipsé. C'est aussi con que ça. Autant qu'en ramenant Death Watch, là, 2 épisodes, on faisait comme, si ils veulent rétablir peut-être les Mandalorians, que maintenant, on est rendu ailleurs. Et c'est dommage, parce que c'est et Mando et Baby Yoda qui en souffrent de ça là. Parce que eux, ben, ils nous ont fait une saison complète d'eux autres, puis on est curieux de savoir ce qui va se passer. C'est leur propre série. Ils sont plus la vedette de leur propre série. Quand on disait que Pedro Pascal il était possiblement tombé un as pendant le tournage de la série, c'est peut-être à cause de ça. T'sais. Le gars, si tu dis, ben, à quoi que je sers? Finalement, là, il est officiellement Indiana Jones dans Les Aventuriers de l'Arche perdue. T'sais, pour faire référence à la joke qu'il y a eu dans la série de Big Bang Theory, où ce que les filles ont fait, pourquoi vous tripez sur ce film-là? Indiana Jones ne sert à rien. Éliminez le personnage de la série du film, puis c'est pareil, tous les événements vont se dérouler de A à Z de la même façon, même s'il ne dit pas là. Et ils sont en train de faire ça avec Mando, là. C'est qu'à un moment donné, ils vont tellement mettre de côté que s'il n'est plus dans la série... Peut-être avant de lâcher le sujet de Mandalorian, peut-être juste sur les effets pratiques, sur les combats de sable laser, sur la façon dont c'est fait. J'ai vraiment, mais vraiment apprécié. Au début, j'ai trouvé ça spécial là, parce qu'il y a un peu encore de cheapness, mais aussi de nouvelles trilogies. Là. C'est comme un mélange des deux. Là. Et le combat en particulier entre Ashoka puis la gouverneure, comment est-ce qu'il l'appelle, là, la gouverness ou je sais pas c'est quoi son titre. Là. Elle, là. Ça me faisait penser au bon vieux combat de la première trilogie. Il n'y avait pas de grandes affaires à la nouvelle trilogie. Là. Comment vous avez apprécié ça? Moi, j'ai aimé beaucoup de... Ouais, vas-y, Alan. Ouais. Ben, moi, personnellement, j'ai aimé le fait que c'était plus slow comme combat. Ses sables laser étaient super beaux. J'aimais le fait qu'il avait l'air un peu plus cheap. Il était moins flash que les autres. Tu voyais qu'il y avait comme une vibration qui était un petit peu différente. C'était nice. De la façon que Chabert Rosario bougeait quand elle combattait, c'était moins rapide. Elle faisait des jumps qui étaient hauts de fois de temps en temps. J'aimais ça. Ça faisait comme les séries TV que tu écoutes une fois de temps en temps parce que ça bouge trop rapidement ou qu'il en monte pas trop. Non, sérieusement, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il cachait, puis qu'il montrait, puis que c'était fluide et sans pas d'exagération. Jean-Luc? Ouais, j'ai trouvé que... Tu sais, moi, je connaissais pas le personnage, puis je trouve qu'ils l'ont bien présenté dans son style de combat. Tu sais, elle restait comme cachée, mais tu voyais qu'elle a comme un côté funky. Elle aime ça s'amuser, tu sais, jumper. Elle prend des pauses particulières, mais en même temps, je trouvais que l'épisode était bien filmé. Là, quand tu es sur le top, puis là, tu vois l'espèce de swamp, puis là, elle ferme ses sables laser, il y a perte de vue, oups, ça redécolle quelque part, hop, il y en a un qui se fait couper en deux. Il y avait plein de bonnes idées, puis ça faisait original. J'avais l'impression que j'avais un Jedi qu'on connaissait pas, qui se bat avec son style à elle, puis c'était bien exploité. Là. Mais c'est quand même plus beau que les 8 combats de Rise of Skywalker, dont il n'y en a aucun qui est assez marquant pour que je m'en rappelle. Ouais, puis en même temps, ça va pas trop dans les combats d'épisode 1, 2, 3 qui te font oublier le combat d'épisode 4. Salutations au spin de Palpatine. Le spin le plus inutile de l'histoire des spins. À tous les fois que je vois ce style de spin-là dans le Sénat, je suis comme, pourquoi? Pourquoi le gars... On passe du combat entre Obi-Wan et Darth Vader qui était « Ah, mes rhumatismes! Mes rhumatismes! » Les deux qui étaient prêts de bouger à cause de leur rhumatisme. Non, c'était surtout « Pète pas le néon! » Essaye de pas péter le néon! Pas trop fort avec. Quoi, pas trop fort, on en a juste un. Si tu le pètes, on n'a pas... Regarde, hey, t'es bien pas supposé de faire ça en haut cette fois-là, pourquoi j'ai fait ça en bas? Essaye de pas trop cogner fort, je veux pas le briser. Mais non, écoute, dans l'épisode 1, bon, tout le monde va s'entendre, je pense que le premier combat de l'épisode 1, Darth Maul puis les deux Jedi, c'était génial. Là. Moi, j'avais trippé. Mais écoute, à partir de Dooku contre Yoda, là... Hey, l'épisode de Flaxball où Robin Williams était à côté puis il courait après son invention, là, oui. Hey, sacrément que c'était vilain. Oh mon Dieu. Ah, quand je l'ai vu, là, faire des petits spins partout, ces murs qui servent à rien, là.
puis que son sabre laser fait des ronds, puis qu'à un moment donné, pour une raison inexpliquée, là, là, les deux sabres se touchent, puis là, tu vois clairement que c'est deux gars qui tiennent des bâtons. Puis après ça, ça retourne en CGI, puis ça revient pour tout. C'est tellement vilain. Puis en plus, ça a mal vieilli. Hein. Je sais pas si vous l'avez réécouté récemment, là. Mais ça a fucking mal vieilli. Là. Hey, oublie ça, Day One, ça avait mal vieilli. Les Stormtroopers qui couraient dans le désert en CGI, où que le sable en CGI se tassait parce qu'ils couraient pas dans du sable, là. Tout était laid dans cet épisode-là. Honnêtement, je pense que c'est le pire. On n'en a pas parlé beaucoup, là, parce qu'on s'est attardé justement sur le fait qu'il y a quand même beaucoup de trucs qui sont servis dans l'épisode pour nous apprendre sur Grogu, puis genre de où il vient. Autant tout est mystérieux, là, dans cet épisode-là. Il serre la main, puis il s'appelle Grogu, il a été entraîné par des maîtres Jedi, il cache sa force parce qu'il se sent intimidé. Tu sais, je veux dire, il y a comme quelque chose... J'ai aimé ça, là, mais il y avait comme un côté mystique, puis le fait qu'on savait pas exactement, tu sais, comment... On le voyait comme un enfant, puis là, comme tout d'un coup, il y a une partie de la magie qui vient de partir. Bon, il y a un nom, bon, il a été à l'école, ils te l'ont humanisé sur un moyen temps, puis j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça. Surtout qu'ils nous ont appris qu'il pouvait être un méga Yoda Sith, parce que là, ça a l'air qu'il a peur, puis qu'il y a de la rage, puis... Ouais, c'est ça, tu sais, il y a un potentiel de force incroyable, mais tu sais, on s'en doutait, mais j'aime ça quand on fait répandre un petit peu... Puis là, tu sais, ça aide les théories, puis ça enflamme les idées. Là, c'est comme, bon, ben, il y a lu dans la tête, puis bang, 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 bang. Ouais, mais tu sais, Jean-Nic, t'oublies la chose la plus importante à propos de bébé Yoda. C'est que maintenant, ça humanise Anakin, parce qu'il n'a pas tué tous les enfants. Il les a pas tous tués. Il y en a un qui a survécu. Et c'est un bébé. Alors... Tu es pardonné, Anakin. C'est pas grave. Puis, je pose la question, là, parce que c'est vraiment drôle, parce que, tu sais, on fait souvent référence à Yaddle. Puis, ils l'ont essayé qu'elle le dit. J'en ai rencontré un seul. Oui! C'est bon. Ça, je comptais que ça ramène le point. Est-ce que je peux vous expliquer le problème de Yaddle? Ouais, mais juste avant, je trouve ça carrément drôle que Yaddle... Non, ils l'ont pas décanonisé. Ça fait longtemps qu'il a été décanonisé. Je vais vous expliquer un petit peu sur le timeline. Ils l'ont mis parce que c'est une mopette ratée qu'ils l'ont mis quand même dans le conseil dans l'épisode 1. Puis en fait, qu'est-ce qu'on a fait là? Tout le monde a ri des autres. Ils l'ont tué entre épisode 1 et 2. Donc, Anakin c'était pendant sa croissance qu'Ashoka, là, qui est arrivé là-bas, ça faisait longtemps qu'elle était déjà morte. Pauvre Yaddle! Sérieusement, avoir l'allure de la mopette, ça me surprend pas qu'elle soit morte de Day One. Là, elle s'est levée de sa chaise, mais elle est morte. Là. Quand elle dit j'en ai déjà, tu sais, là, j'avais des frissons, j'étais là, elle va dire j'en ai rencontré deux. Non! Mais non. Elle en a rencontré juste un Yaddle, là. Désolé. D'ailleurs, un petit guess sur comment il a réussi à se sauver du Temple Jedi en plein ordre 66? Qui ça? Bébé Yoda, là. Comment il a fait pour sortir de là? Bébé Yoda, comment il possiblement qu'il a réussi à survivre? Il me semble qu'il a dit qu'il était caché. Quelqu'un, il était caché, mais quelqu'un était parti avec. Ouais, c'est ça, c'est quelqu'un qui est parti avec. Mais qui est ce quelqu'un? Ils se sont gardés une porte, là, ils ont dit que quelqu'un était parti avec, puis que c'était nébuleux. Genre, c'est sombre dans son esprit, puis il se rappelle plus du après. Fait que, il s'est peut-être fait enlever aussi, là, je veux dire, il était peut-être bien caché quelque part, puis c'est l'ordre qui l'ont ramassé pour faire des expériences. On ne sait pas comment il s'est ramassé. C'est sûr qu'ils vont travailler là-dessus, mais le fait que Palpatine avait peut-être des plans à cause que les midichloriens sont forts dans ce race-là. Ça se peut-tu que ce soit lui? C'est justement dans ces plans d'expansion par après qu'on a souvent parlé dans le Hot où il y avait Quetzalcoatl, les Xenagol ou Hexagol. C'est ça, Sepacol. Si que j'ai cette série-là de trilogie de Marda. C'est ça, c'est-tu des plans de Palpatine de le cacher là-bas? Est-ce qu'ils vont ramener Palpatine? Est-ce qu'on va voir le clone de Palpatine danser être heureux à un moment donné? On va peut-être voir son clone, le seul qui a eu du sexe, là, son clone raté. Là. Ouais. Parce qu'il y a eu quand même un clone qui a eu du sexe. Là. Ouais. Qui a eu une petite fille. Ouais, mais il n'y avait pas la force. Il a réussi à coucher avec une fille sans utiliser la force. Qu'on aime donc l'épisode 7, 8, 9. On dirait que ça vient comme de briser la conversation qu'on avait. One shot par les oh mon Dieu! Palpatine a couché avec Yaddle. Ils ont eu des
Mais, Ça a, mais tu sais, les gars, ça a peut-être donné que... rire, gros coup. Enfin... Mais les gars, peut-être que la réponse à tout ça sera dans Star Wars Senate. Net. C'est peut-être là qu'on va tout apprendre sur bébé Yoda entre une négociation de taxes et une présentation de budget galactique. Extraterrestres amoureuses. Et on va peut-être apprendre comment Yoda les morph parce que pendant une conférence de Sénat, il y a quelqu'un qui a atterri dessus. Ah, peut-être. Ah, c'est pas ici que je me parle. Oh, si j'ai tué Yoda. Ça a l'air que ça s'est passé durant une mise à jour économique galactique. Yaddle était là, puis ils l'ont écrasé avec la nacelle. Il y en a qui s'est parqué dessus. Chris, c'est pas L67 le parking ici? Ah, je suis pas en bonne place. Ça, manquez pas cet épisode-là, ça va vraiment être bon. OK, hey, on change complètement de sujet. Alan nous est arrivé il y a de cela quelques temps avec une nouvelle compagnie de comics qui débutait. Puis il nous avait dit, puis je pensais pas qu'elle allait s'en rappeler, peut-être que même que ça sorte en TP, je vais me les procurer, puis on va en reparler. C'est AWA Comics. Et t'as tenu parole, t'as acheté les TP. Tu nous les as... Honnêtement, les TP qu'ils ont sortis, ils étaient à 10$ chaque. Oui, pour 4, hein, c'est ça? Ben, 10$ chaque. Moi, j'avais fait Résistance déjà. Par Straczynski et Mike Deodato Jr. Puis les 4 autres séries qu'il y avait, les TP, j'ai fait ça m'intéresse. Mais quand j'ai vu qu'ils étaient à 10$ chaque, je les ai toutes achetées. Et tu nous les as prêtés. On en a lu 2 là-dedans dont on va vous parler. Et Alan, j'aurais tendance à te dire commence, mais juste avant que tu commences, je vais vous le dire, là, c'est du bonbon. Maintenant, je peux laisser Alan y aller. OK. Dans le fond, AWA, c'est pour Award Winning Artist. Dans le fond, c'est Axel Alonso, que tout le monde doit connaître à l'époque à cause de Marvel, parce qu'il était éditeur en chef là-bas pendant une grande partie. Il est arrivé à fait des années 90 pour le début des années 2000. Il est encore là. En tout cas, pendant une grande partie... Parce que moi, à l'époque, c'était Quesada, là, fait que je ne l'ai pas connu. Oui, c'est Quesada. Parce que, tu sais, Axel Alonso a déjà été là pendant un bout de temps. C'est quand même pas un newbie dans le monde du comics. Il a décidé de lancer sa propre ligne de comics indépendants. C'est le même principe que de Image Comics, c'est que ça appartient à l'artiste. OK. Donc, c'est le même principe un peu. Donc, il s'est entouré de monde du comics qui sont reconnus. C'est comme j'ai dit, Straczynski, t'as Garth Ennis aussi qui était approché là-dedans. T'as Frank Cho qui est en train de dessiner une série qui va apparaître dans les prochains mois aussi. Donc, il y a beaucoup de gros noms qui sont là-dedans. Puis, c'est toutes des IP qui appartiennent aux créateurs. Et l'objectif de AWA, c'est de créer un univers qui peut être consensuel sans vraiment l'être. C'est que les séries peuvent s'entremêler, mais c'est pas nécessaire. Et puis, ça peut être des one-shots de 4, 6 numéros, ou ça peut être des séries qui vont continuer en plusieurs volumes. Alors, on va vous parler de Year One tout à l'heure, où est-ce que ça, il va avoir le 2e volume est déjà en cours. Donc, c'est quelque chose qu'on a souvent parlé dans le comics, qu'on était écœuré de suivre des méga events, qu'on était écœuré de suivre toutes des séries qui suivent. AWA nous offre des artistes reconnus, autant au niveau écrivain que dessinateur, avec des projets personnels où ce que tu peux rien prendre une série de 4 numéros, la lire, la mettre de côté, puis tu n'as pas besoin d'aller plus loin parce que même, peu importe la série que tu vas prendre là-dedans, si c'est 4 ou 6 numéros, tu n'as pas l'impression d'avoir besoin de lire une suite. Moi, hier, je vous ai parlé de ça en vous disant que c'était quasiment du fast-food de comics, tellement que c'est bon, puis que ça se lit bien, puis que ça va vite. On va vous parler de 2 en particulier. Year Zero, excuse-moi, c'est ça? Hein? Year Zero, ouais. Year Zero, puis Red Border. Puis j'aurais le goût de commencer avec Red Border parce que Year Zero, c'est un peu une ongoing, on en reparlera un peu plus tard, mais Red Border, quel délice! Quel délice! Jean-Nic, je vois ta face, là, je veux t'entendre. Ben, je vais comparer ça. C'est comme si Robert Rodriguez avait réalisé un film écrit par Garth Ennis. Il y a beaucoup d'éléments de Rodriguez de son côté, on va dire. C'est un gars, ses racines d'Amérique du Sud, ça transparaît beaucoup dans son cinéma, dans son approche, dans la manière qu'il fait parler ses personnages. Puis Garth Ennis, pour les personnages un peu tordus, l'espèce de patriotisme, je dirais pas latent, là, il est dégoulinant là-dedans. C'est un peu maladroit comment ça commence, mais genre, ça embarque sa bonne guerre assez rapidement. Un groupe d'amis qui sont en train de discuter, on sait qu'il y en a une, ils sont au Mexique, il y en a une qui a dénoncé quelqu'un dans un crime qui s'est passé. Ça cogne à la porte,
le cartel débarque, ça se met à tuer tout le monde. Il y a 2 personnages qui réussissent à se sauver. Dans le fond, celle qui est délatée, puis son conjoint. Puis ils décident d'essayer de se réfugier de l'autre côté du mur pour aller aux États-Unis. Puis ça tourne pas exactement comme il aurait prévu. C'est du génie parce qu'on saura jamais véritablement ce qu'a fait la fille ou qu'est-ce qui s'est passé. Non. Et malgré ça, les personnages sont tellement incroyables que ça prend, je pense, 5 ou 6 pages avant de te dire « OK, non, je veux savoir ce qui va leur arriver. » Exact. C'est le côté carténisme. C'est parce que Jason Starr, c'est lui qui a écrit la série. Il a Oui. travaillé chez DC, il a travaillé chez Marvel, il a écrit des romans. Il a même travaillé sur Punisher Max Comics pendant un bout de temps Oui, aussi. puis, après Gartenis, donc Chez, on voit ses références avec Gartenis. Chez Vertigo, il a fait The Chill. Je pense que ça a l'air que c'est très, très bon. Là. Moi, je me suis promis de le prendre. Là. C'est quand même un auteur qui est reconnu. Puis ce qui est le fun avec cette série-là, c'est que la façon que ça part, sont vraiment un souper. Tu sais qu'il y en a une qui a stoulé un gars de la mafia essaie d'aller les tuer, puis il y a des gars random, ils réussissent à planter un couteau dans le bas du cou d'un des mafieux, mais c'est quand même le fils d'un des hauts placés qui a tué random de même. Puis C'est le neveu d'un des... Ouais, c'est le neveu, ouais. Ou le neveu. C'est qu'elles ont décidé de traverser la frontière. Puis, en essayant de traverser la frontière, il était sur Internet, sur la traversée, puis ils se font aider par un autre Mexicain qui dit « Ah, je connais des trucs pour passer. » Et c'est là que ça dégénère, parce qu'au moment qu'ils se font pogner, parce qu'on sait tous que ça existe pour de vrai, les contrôles border de Texans un petit peu redneck qui tirent tout le monde qui passe, ils se font aider par un vrai Texan redneck. Et au moment où ils se font arrêter, le gars snipe tout le monde, puis fait comme « Hey, je vais vous aider puis vous accueillir chez nous. » Je vais vous donner à manger. Et là, ça tourne un peu Texas Chainsaw Massacre assez rapidement. Ah, c'est tellement drôle. Tu sais, t'as vraiment la famille classique avec la grand-mère. T'as le père de famille qui est un peu tout croche. T'as le jeune qui a vraiment de l'air à voir que c'est un malade mental. Ouais. Mais sauf que tu sais, t'arrives chez eux, là, ils ont des dessins là, de la guerre. C'est quoi? Alamo. Alamo. Ils ont des peintures de l'Alamo. Ah, ça n'a pas de bon sens. En tout cas, ça n'a aucun sens. Puis tu te rends compte que finalement, ils prennent les Mexicains puis ils skinnent leur peau. Ah non, c'est horrible. Ils en font des trophées-sages. Mais tu sais, ils prennent leur peau, ils leur coupent la tête, ils montent sur des murs, puis tout. Mais la brillance de Jason Starr qu'il a fait dans cette série-là, c'est que oui, t'as des rednecks, puis t'as des Texans qu'on sait déjà qui sont déjà de même. Peut-être pas à faire de la taxidermie avec les Mexicains qui tuent, mais ils font presque ça. Sauf que t'as le personnage principal, que c'est pas vraiment un Mexicain, parce qu'il arrive d'ailleurs, comme plutôt de l'Italie, mais qu'il a grandi au Mexique. T'as la fille qui est vraiment mexicaine. T'as le passeur, que dans le fond, on n'en dira pas trop, mais qui est un Mexicain, mais avec des drôles de convictions, c'est que t'es pas capable de saisir si c'est du racisme systémique ou whatever, parce que chacun a un point de vue différent. Mais c'est surtout, écoute, ça part en vrille, puis ça part quand même rapidement en vrille, puis on entre dans le cœur de l'histoire assez rapidement aussi. Je pense que le développement des personnages à vitesse grand V, c'est de la réussite. Moi, c'est le cœur de leur réussite est là. C'est-à-dire que en 3-4 pages, là, t'en as pas besoin de plus. Tu sais où sont les personnages, tu sais sont qui. T'as quasiment déjà le background dans ta tête sans même qu'ils te l'aient dit. Là. De par le dessin, de par les actions qu'ils posent, de par où est-ce qu'on est dans la narration, déjà, là, tu sais où est-ce que ça s'en va. Là. Puis... Et le chef des thugs, là, c'est un trou de cul, ça n'a aucun bon sens, mais tu sais, je veux dire, j'aurais pris une série de ce personnage-là. Il est tellement grossier, il est tellement vilain, il est dégueulasse comme personne, mais genre, tu sais, c'est un délice de le voir agir et parler. Là. Écoute, tu lis ça, là, puis honnêtement, là, si vous n'êtes pas dans les comics, là, c'est le genre de comics que ça vous prend pour rentrer là-dedans. Parce que tu lis ça sur le coin d'une table, là, puis t'as du fun, juste du gros fun, là. Puis ce qui est le fun, moi, ce que j'avais vendu le point en lisant Red Border, c'est qu'en disant que c'était comme un Chainsaw Massacre, mais l'avantage de la BD, c'est de la façon qu'il est découpé, puis de la façon qu'il l'a monté. Moi, j'ai pas eu l'impression de lire une BD, j'ai eu l'impression d'écouter un film en lisant. C'est vrai. Sérieusement, tu t'apprendrais case par case, tu aurais un film d'environ 1h35, là, puis tu pourrais le mettre sur écran, pareil à ça, sans aucune différence, ça fonctionnerait. Ah, honnêtement, c'est vraiment le format, là. Puis ça se lit comme du bonbon. Moi, j'ai passé au travers, puis même qu'à un moment donné, tu sais, je me rappelais ce que Jake nous disait, que c'est nous autres qui imposent le rythme, mais là, j'avais l'air d'un glouton, là. C'est pour ça que ma comparaison était avec un fast-food, parce que je tournais les pages, là. J'étais comme, oh mon Dieu,
oh mon Dieu, c'est bien bon. Puis à un point tel qu'à un moment donné, je me suis rendu compte, je regardais plus les images, là, tellement j'avais hâte de voir ce qui allait arriver, puis que je me disais, mais voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Puis un peu comme Rodriguez, ta comparaison est bonne, ou un Tarantino, à chaque fois que tu tournes la page, tu te dis, ben voyons donc, mais voyons donc, ils peuvent pas faire ça, ils peuvent pas aller là. Puis c'est comme ça, à chaque page que tu tournes. Et ça devient addictif, là, tu sais, t'as le goût de passer au travail. Puis il y a un bon sens du rythme aussi, là, tu sais, c'est souvent, tu sais, dans de la bonne bande dessinée, tu vas comme terminer sur une case avec quelque chose qui te donne le goût de virer, puis quand tu vires la page, t'as ton payoff, là. Ouais, t'es pas déçu, là. T'as la maison, t'as le coup de gun, la tête qui explose, il y a tout le temps quelque chose. Du vrai Tintin, c'est avec un cliffhanger à chaque fin de page, mais c'est ça. Puis en plus, même les dialogues, tu sais, même si on dit que c'est de la BD fast-food, les dialogues sont tellement bien écrits, tout coule tellement bien. Sérieusement, ça me surpris pour un studio qui sort de nulle part, qui a commencé un petit peu avant la pandémie, puis qui ont eu peur de se cracher parce que leur première série, Résistance, qui était leur château fort, partait avec une pandémie qui tuait le 3/4 de la planète Terre en même temps que la COVID partait, puis les autres qui ont fait « Chris, on lance le studio avec cette histoire-là ». Ouais, c'est sûr que c'est pas super winner. Ils ont eu un petit peu peur, mais honnêtement, et sérieusement, c'est du bon stock. Puis le triangle qui se crée entre les protagonistes puis les Texans, plus la mafia mexicaine qui était là, sérieusement, c'est du bonbon. C'est tellement beau, c'est tellement violent par moment. Là. Et c'est comment on se sert de chacune des histoires qui se touchent pas pour régler l'autre. Tu sais, je veux dire, ces deux-là n'ont pas de lien avec l'autre, mais on va se servir de celle-là pour clairer celle-là, puis celle-là n'a pas de lien avec l'autre, mais elle va nous faire évoluer pour... Écoute, là, c'est bien ficelé. Ça fait du bien de lire ce genre d'histoire-là, tu sais, qui est trash, qui est vilaine. Tu sais, c'est quand même décomplexé. Je pense pas que ça pousse un gros message social, puis c'est quoi, c'est 4-5 numéros, tu termines, c'est fini. Il n'y a rien après. Tu n'as pas le goût d'un univers, de retrouver ces personnages-là. Tu as eu ton fun, c'est terminé, puis j'ai apprécié ce côté-là. Alors, j'ai vraiment apprécié ça, puis ça m'amène, puis Jason Starr, moi, ça m'a donné le goût de lire autre chose de lui. Tu sais, je vous parlais de Chill tout à l'heure, là, je vais probablement le commander pour le lire, je ne l'ai pas lu. Puis je vais sûrement aller vérifier aussi qu'est-ce qu'il a fait d'autre, parce que j'ai vraiment apprécié la façon dont c'est écrit, puis je veux voir si c'est-tu un accident de parcours, c'est-tu parce qu'il était dans de bonnes dispositions, ou c'est vraiment quelqu'un qui est tout le temps bon comme ça. Il a écrit sur la série Gotham aussi. Oui, il a écrit 2 épisodes. Tu peux checker sur DC, là, sur Gotham. Là, puis, il a écrit 2 épisodes de Gotham. Et l'autre, Year Zero, là, on est comme dans un autre moment. Écoute, des affaires de zombies, là, on en a vu, on en a lu. Là, je pense qu'on en a tous fait le tour. Je vais y aller en premier. Moi, j'ai apprécié qu'on ne nous a pas pris pour des cons. C'est-à-dire que c'est pas l'épidémie qui est intéressante. C'est l'histoire de chacun de ces personnages-là. La relation avec la religion. Et écoute, je sais pas comment décrire ce TP-là, comment j'ai trouvé ça bon. J'ai fait comme, wow, je tiens quelque chose qui est particulier. La grosse dynamite. On parlait dans Red Border à quel point le rythme était bon. Dans celle-là, c'est une école de rythme. Genre, il a tellement trouvé une bonne manière. T'es jamais perdu dans ces histoires parce que, pour faire simple, c'est une invasion de zombies puis on suit 5 personnages à des moments et surtout des endroits différents dans le monde. Et c'est tout le temps à peu près 4 pages pour un personnage, on passe à un autre, on passe à un autre. Puis c'est comme dangereux dans ce temps-là, des fois, tu voudrais suivre un personnage un peu plus qu'un autre, mais les séquences sont tellement bien rendues, t'es jamais perdu dans l'histoire, tu veux tout le temps voir ce qui va arriver au prochain. Ça me faisait penser à Game of Thrones. Oui, mais c'était aussi comme un long poème où chacun des personnages a sa partie. Moi, je comparerais ça à une chanson. J'avais l'impression de lire une chanson où chacun des personnages, parce que ça se passe beaucoup dans leur tête, il n'y a pas de dialogue nécessairement, tu sais, c'est du narratif beaucoup. Puis tu as l'impression de lire une chanson où chacun des couplets est occupé par un personnage, puis tu progresses à travers la chanson, puis c'est la même trame de fond pour tout le monde, mais ils disent pas la même chose, pas au même moment, pas à la même place. C'est un orchestre, c'est tellement bien fait, là. Tu finis ça, puis tu fais comme... C'est du lourd, là, comment j'ai pu tout suivre ça en même temps, puis sans être perdu, puis en me disant que ça se tient, puis les parallèles qu'on a fait, puis il a réussi à rentrer en religion là-dedans, puis tu fais comme, wow, va falloir que je le relise, parce qu'il y avait trop de stock.
Ouais, je suis d'accord avec vous autres. Je suis vraiment content. C'est sérieusement, moi, je me suis lancé all-in dans le AWA Studio, puis je suis content que vous tripiez autant que moi. Mais tu sais, là, cette série-là, ça a été écrit par Benjamin Percy. Chez DC, il a travaillé sur du Green Arrow, Detective Comics, il a fait du Teen Titan. C'est un gars qui a écrit une série de James Bond chez Dynamite que j'avais suivi aussi, qui s'appelle Black Box. Chez Marvel, il a travaillé sur X-Force. Wolverine. Sur Wolverine aussi. Tu sais, encore une fois, on voit que AWA va chercher des auteurs de renom qui ont gagné des prix. Mais ce que j'ai aimé, moi, de Year One, que je connaissais, j'ai fait, OK, c'est encore une histoire de zombies. La préface commence avec une fille qui découvre un cadavre en Antarctique en faisant des études sur le réchauffement de la planète, mais il y a un gène dans le cadavre qu'elle a trouvé congelé là, qui fait que ces cellules se régénèrent, et elle fait comme, wow, je peux avoir une avancée biologique importante là-dedans parce que ces cellules sont encore actives, puis se régénèrent. Je pourrais sauver le monde avec ça. Donc, elle envoie un symbole ailleurs, et à partir de là, l'épidémie zombie commence. Puis elle aussi le voit parce que le cadavre qu'elle examine, c'est là qu'elle s'en rend compte, puis elle se dit... J'espère qu'ils ont eu le temps de réaliser ce qui est en train de se passer ici avant qu'ils prennent les précautions avec le sample que je lui ai envoyé. Elle aussi a se posé la question, elle fait comme, oui, mais quand je me suis rendu compte que ces cellules étaient encore actives puis se régénéraient, j'aurais peut-être dû plus me poser des questions puis faire des études avant de l'envoyer partout. Et là, pour faire un référent peut-être sur quoi qu'on se lance, ça ressemble un petit peu peut-être au zombie de Max Brooks, World War Z. J'ai raconté 2 phrases à ma blonde, c'est exactement ce qu'elle me dit. Elle me dit, ça me fait penser à World War Z. Mais sauf que, ce que World War Z nous expliquait comment la guerre zombie s'est déroulée puis comment l'humanité a réussi à gagner, Year One nous apporte plutôt sur comment l'invasion zombie a commencé et comment chaque nation et chaque religion et chaque peuple survit à cette invasion zombie. T'es au Mexique, t'as un Flo que finalement, sa famille, sa mère s'est fait tuer par le cartel de la drogue. Mais finalement, à cause de l'invasion zombie, le Flo, vu qu'il est tout petit puis qu'il est habitué de vivre caché dans la société, devient un passeur pour ce cartel-là qui vit dans l'apocalypse parce que vu qu'il profite de son skill pour vivre là, t'as un Yakuza qui est je pense qu'il est à New York ou whatever, en tout cas, qui est un tueur en série, où il vit sa vie de samouraï puis qui devient un runner à travers l'invasion de zombies. Sérieusement, les femmes musulmanes pendant la guerre en Afghanistan, comment ils se rebellent contre les zombies puis qu'ils se rendent compte qu'ils ont une chance de reprendre le dessus sur une société qui est totalement patriarcale, ça fait que tu as vraiment quelque chose de base qui parle de zombies, mais qui prend chaque religion, qui prend chaque peuple et leurs contraintes qu'ils peuvent avoir. Et c'est comment chaque peuple réussit à grandir puis à survivre à un apocalypse zombie. C'est tout simplement génial. Mais en fait, c'est que les zombies sont pas la vedette. La vedette de la BD, c'est comment ils réagissent à l'apocalypse et quel changement s'effectue grâce à ça. Et c'est ça qui est merveilleux, parce que les zombies sont jamais la vedette de la BD. Là. C'est jamais eux autres, puis t'es vois pas beaucoup. C'est très intimiste parce que tous les personnages qu'on suit, ils ont très, très peu d'interactions. Souvent, ils vont être avec un autre personnage qui va être soit leur espèce de némésis ou un personnage avec lequel ils interagissent. Mais c'est intéressant parce que, tu sais, Alan, tu décris comment, parce que ce côté-là social, puis comment ils sont loin, puis comment les sociétés réagissent, mais en même temps, on est vraiment dans des micro-bulles. Là. On suit ces personnages-là, mais on voit pas l'extérieur. On n'a aucune idée de ce à quoi la planète ressemble en ce moment. On les suit dans les petites parcelles de vie. Mais et puis, je trouve ça hot, la chanson, Martin, de la manière que tu le décris, parce que ça a vraiment un style particulier, puis un rythme particulier. Puis c'est dur à décrire, mais ça fonctionne tellement bien. C'est vraiment, moi, c'est le feeling que j'ai eu d'avoir lu une chanson. J'ai vraiment eu ce feeling-là, de par le fait qu'effectivement, un peu comme tu dis, c'est personnel à chacun des personnages. Puis, tu sais, au lieu d'avoir comment les Américains réagissent à une épidémie de zombies, on va suivre ce groupe-là comme dans Walking Dead, puis on va faire leur cheminement. Ouais. Au lieu de ça, c'est 5 personnages dans des situations très particulières et très pointues, comment ils réagissent, puis comment ils réussissent à coller des clichés des peuples à ces 5 personnages-là. Et non, c'est vraiment difficile à décrire. Puis même de la façon que tu parles de la chanson, là, puis je vais rien donner une image parce que ça arrive à chacun des personnages principaux de la série. Il y a un crescendo qui est assez important dans chacun des personnages. Au premier avec le flow mexicain qui est montré au sommet de la croix, là, de la façon que c'est décidé, que c'est présenté, effectivement, ça fait vraiment, comme tu dis, une chanson où là, on a pogné de pique, on a pogné le crescendo qui est là.
c'est bien monté, c'est bien dessiné, c'est bien écrit. Pour une série de zombies qui part de nulle part, d'un studio qui commence, là, c'est... je pense qu'on peut même pas se permettre de passer à côté de cette série-là, surtout au prix Vraiment qu'elle pas. est, là. Puis, tu sais, on a oublié de vous dire aussi que l'épidémie, en tout cas, ce que semble vouloir nous dire la série, c'est que l'épidémie a l'air d'avoir été un facteur d'évolution à travers l'histoire. Hein? On reprend des La pans peste. d'histoire où on semble vouloir nous dire que non, c'est ce qu'on vous a raconté, mais finalement, c'était des zombies aussi. Et ça, j'ai fait comme. Ça, j'ai été curieux. J'ai fait comme. Vous tenez quelque chose là qui n'ont pas beaucoup exploité, mais qui est intéressant. Qui est vraiment intéressant. Comme si l'épidémie était un facteur de changement. Puis dans la situation qu'on vit actuellement, ça a encore plus de résonance, je pense. Parce que moi, quand j'ai fermé la BD, j'ai eu, oui, l'impression d'une chanson, puis le bon vieux dicton « crise égale opportunité », tu sais, parce que c'est un peu ça aussi l'histoire. Hein? C'est que la crise crée des opportunités pour chacun de ces 5 personnages-là. Et tu me fais penser à quelque chose. Là. Est-ce que vous vous rappelez de la série de NBC qui s'appelle Heroes? Ben oui. Oui. Cette série-là, la première saison était vraiment cool, puis la série s'est plantée. En tout cas, il y a long à dire sur la débandade que ça a été. Mais quand la série a été créée, ce qu'ils voulaient faire, c'était raconter une histoire avec des super-héros. Puis quand la première saison était clos, dans la deuxième saison, ça allait être d'autres personnages complètement. Puis on était à une époque où ce genre de show-là pourrait peut-être marcher aujourd'hui, mais à l'époque, tu ne pouvais pas faire ça. Puis ils sont tombés en amour avec le personnage. Fait que finalement, c'est devenu un show standard où la saison 2, on suivait le reste des aventures. Moi, j'ai l'impression que cette bande dessinée-là a le potentiel de faire ce qu'Heroes voulait faire. Genre, moi, j'espère que le deuxième numéro va être semblable et qu'on ne verra pas ces personnages-là, qu'on va passer à une autre gang complètement. Genre, je trouverais ça triste qu'on continue ce qui a été raconté. J'ai pas besoin de les voir par la suite. Non, moi, je pense que... Non, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai le goût de voir 5 autres personnages, tu sais, mais qu'on continue de progresser dans l'épidémie, tu sais. Exact. Alan, t'allais dire? Je n'allais rien dire, je suis juste content, moi. Mais juste pour... Sérieusement, là, imposer de la lecture à du monde, c'est toujours un petit peu stressant. Là. On peut pas dire le contraire, c'est comme « Hey, toi, tu lis ça, moi, j'ai du fun. » Sauf que, c'est... La crainte de la réaction fait comme « Ouais, moi, j'aimais ça, puis tout le monde... Non, mais je suis content de voir que vous avez du fun aussi. » Oh, mais c'est pas grave, Alan. Combien de fois je t'ai demandé d'écouter des affaires que t'as détestées? Non, je sais pas. Ça donne des bons moments pareils. Moi, on pourrait virer ça de l'autre côté. Moi, ça fait 1 an et demi que j'attends de faire l'épisode spécial sur la fête de la deuxième saison de Discovery. Je savais que t'allais me ramener ça. Je te l'ai dit qu'il s'en vient, cet épisode-là, sur la deuxième saison de Discovery. Parce que dans 4 semaines, la troisième saison est finie. Ouais, je sais, mais lui aussi, ça va être plus tard. Tu comprends? On va commencer dans par... 3 ans et demi. Genre. Ouais, mais ça, c'est... Toute bonne chose a une fin, là. Toute bonne chose à qui c'est t'attendre. Tu vas voir, cet épisode-là va être marquant quand on va arriver pour finir faire un wrap-up de la deuxième saison de Discovery. Ça va être un gros épisode, tu comprends, là? C'est juste que là, faut que tu me laisses du temps, là, tu sais. T'as même pas encore commencé la deuxième saison de Discovery. Ben oui, je l'ai commencé. Je suis rendu au bout où ça se rend compte que l'ange, c'est sa mère. C'est là que j'ai arrêté. Ben, voilà 1 an et demi. Ouais, c'est ça, voilà 1 an et demi. Mais il doit me rester quoi, 3 épisodes? À peu près? Ouais, 4. plus 6 de la troisième. Ouais, plus 6 de la troisième. Fait que tu vois, ça va se rattraper. Mais là, tu nous fais dévier là, de AWA Comics. Je veux juste que tu me parles rapidement des 2 autres qu'on n'a malheureusement pas eu le temps de lire. Je pense que j'en ai, vu que tu es encore en ta possession, tu vas peut-être pouvoir te les clencher. Moi, je vais probablement les commander. Ouais, je vais les lire. Fait que si t'en parles, spoil pas. Ouais, pas de spoiler. Je vais pas spoiler. Je vais dire, celui que tu as oublié de lire, j'aurais aimé ça qu'on réussisse d'en parler. Celui qui s'appelle Hotel, où tu as le H puis le ELL à la fin qui sont écrits d'autres différents pour faire enfer. C'est une anthologie d'horreur. Finalement, tu suis 4 personnes qui ont loué 4 chambres différentes dans un hôtel d'horreur et tu te rends compte que tout ce qu'ils vivent d'horreur s'entrecroise. C'est du génie. C'est de la... Sérieusement, de la bande dessinée d'horreur, c'est rare qu'on en lit, ça existe presque pas. Et de la bonne, c'est encore plus rare. Je ne l'ai pas lu, je l'ai feuilleté, puis c'est lui que le dessin me parlait le plus. Fait que probablement que demain matin... Honnêtement, j'en ai que je sais que t'aimes le style horreur, t'aimes les films d'horreur. C'est impossible que tu ne traites pas. Sérieusement, je t'invite, vu qu'on n'a pas parlé à soi, si tu le lis, tu nous feras un descriptif, tu l'envoyeras sur Facebook, ou plutôt faire un épisode à parler de WA. Je te laisse te déplatérer ça sur Facebook en parlant de la bande dessinée. C'est une merveilleuse anthologie. Et l'autre que j'avais mis dans le tas, c'est pas moi qui ai volume devant moi. Archangel 8?
Archangel 8, OK, lui, j'ai perdu l'honneur. Finalement, l'auteur, c'est un hommage à Gardenis. OK. Finalement, c'est comment les archanges interagissent avec l'humanité pour contrôler les cartels, les guerres. Moi, c'est lui qui me parlait le moins. Là. Honnêtement, si vous n'êtes pas un grand fan du Punisher, puis que je dis pas le grand fan, il faut être mordu funny, le Punisher, tu sais, à peu près comme moi. Moi, je me suis reconnu dans sa bande dessinée-là parce que Punisher est un de mes personnages préférés. Mais si c'est pas un style que vous aimez, passez à côté. Ouais, parce que c'est vraiment comment des archanges interagissent à travers les guerres, font tomber tel cartel pour faire naître d'autres. C'est des archanges qui interagissent avec l'humanité pour mettre des pions à certaines places. C'est juste du gros gonnage puis de la violence gratis. C'est Michael Morecci qui s'appelle. Ça semble être un auteur qui débute, du moins qui n'a pas un gros portfolio. Mais c'est intéressant parce qu'on a nommé Gartenis plusieurs fois et c'en est un des prochains qui va publier chez AWA. Sa propre série est écrite. Elle va être dans la prochaine ou dans les 2 prochaines. Je sais, il fait partie du monde qui va embarquer là-dedans aussi, puis avec raison, parce que c'est un auteur de renom. Gartenis, on peut peut-être trouver sa façon d'écrire qui est simpliste, mais c'est un gars qui est tellement fort en histoire. Sérieusement, je pense que personne ne serait capable de l'écœurer sur tout ce qui a pu se passer entre l'Irlande et l'Écosse. C'est un gars qui est fort sur l'histoire puis les guerres, puis c'est son point fort sur les histoires. Puis j'espère qu'il va nous parler chez AWA justement d'une histoire de guerre quelconque. Donc, juste pour les auditeurs, donc la compagnie, c'est AWA Comics. Si vous voulez vous commander les TP, si vous commandez les TP, ils sont $13 à peu près chaque. C'est canadien. Donc, c'est pas cher. Red Borders, dont on a parlé, Year Zero, Archangel 8 et Hotel. Donc, c'est Il y a Résistance que moi j'avais fait en single parce que c'était Sazinski puis Dodato, puis sérieusement, Résistance, c'est un boss aussi. Le TP aussi est sorti, oui. Resistance, donc, écoute, suivez ça, là, parce que assurément, les injustes vont avoir leur œil sur ce studio-là. Moi, je suis pas mal sûr que je vais commencer dans le preview à feuilleter peut-être là, les TP de ce studio-là, puis une fois de temps en temps, peut-être m'en prendre un comme ça au hasard. Si vous êtes tanné des super-héros, si vous êtes tanné des gros events, si vous voulez lire de la BD autre, si vous avez le goût d'avoir de bonnes petites histoires fast-food de coin de table que vous avez le goût de lire le soir tranquillement, pas vite, prêtez à votre blonde qu'elle ne sera pas mêlée, je pense qu'on a trouvé quelque chose. Là. Je pense qu'on tient quelque chose dans nos mains. Donc, assurément qu'on va vous en reparler. Hey, juste rapidement, avant de closer l'épisode, je voudrais juste vous entendre sur Wonder Woman puis Godzilla, les rumeurs que, coudonc, on ne retournera pas au cinéma d'ici la fin de 2020, hein? Non, puis sérieusement, même milieu 2021, là, parce que tu parles de Wonder Woman qui a été reportée, on s'attendait qu'elle allait sortir en streaming, mais la nouvelle qui est tombée cette semaine par rapport à Godzilla versus King Kong, qui était un film qui était supposé sortir dans le temps des fêtes, on aurait pu parler qu'elle allait être reportée au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai, mais Netflix a bidé dessus, là, puis solidement. Puis sais-tu moi, j'ai pas le goût de voir ce film-là sur mon écran de télé? Non, parce que si je fais rien que prendre le dernier qui avait sorti, Godzilla King of Monsters, un film qui était exécrable à part pour les combats de Kaiju, j'ai eu du fun à voir les combats de Kaiju au cinéma, ce qui me fait pardonner un petit peu la médiocrité du film, puis du côté, tous les humains qui étaient de la merde de ce film-là. Sur le grand écran, voir les monstres se fesser dessus avec le son et les images, c'est incroyable. C'est que si on se ramasse avec un film qui est semi de la merde, puis fuck it, c'est des Kaiju, je veux pas y voir sur l'écran de 40 pouces. Là. Non, puis moi j'étais allé avec mon gars voir King of Monsters, puis on avait capoté, tu sais, on se calissait de l'histoire, ben honnêtement, là, puis j'en demandais pas tant, là, je m'en crissais bien, là, moi ce que je voulais voir, puis c'est ce qui avait déçu Godzilla 2014, c'est qu'on le voyait pas. Là, on nous en mettait plein la gueule dans celui-là, puis c'était agréable. Là. Moi, j'avais adoré ce film-là. King Ghidorah, puis les gros combats, puis hey, c'était capoté. Mon gars est sorti de là, les yeux pleins d'étoiles. Là. Tu vas connaître ça bien vite, Jean-Nic, là, la fierté d'avoir ton petit gars qui trippe, puis qui capote, puis qui sort de là, puis tu le sens là, que là, il a été marqué par quelque chose. Moi, sur Netflix... C'est des beaux gros coffrets de Gamera puis Godzilla devant moi, rien que pour lui. Ouais, mais tu sais, ça ne sent pas la même... porté. Son fils va triper chez Michael Bay juste pour le faire chier. Non, peut-être c'est quoi le show là, de. Voyons. Le show de Drag Queen, là? Il va triper. De RuPaul. RuPaul! Si moi, OK. On tombe bas, hein? Ton gars va triper sur RuPaul. Il va dire, viens, papa, écoutez RuPaul. Jersey Shore avec ça. Jersey Shore, puis... S'il est heureux, là, moi... écoute,
va l'appuyer Voilà. dans ses passions. C'est l'essentiel. Non, mais sans dire qu'il va triper sur RuPaul. Tu sais, moi, j'ai un gars qui est pas geek pour une Christie de seconde. Là. Fait que j'ai fait mon deuil. Là. Tu sais, c'est plate parce qu'il y a plein de beaux... Mais il y a des petits moments qu'on réussit à connecter. Puis je te dirais que les films de monstres là-dessus, on se rejoint, moi et mon gars. Fait que ça me déçoit de pas l'avoir au cinéma, celui-là, mais ça me déçoit beaucoup. Là. Je vois que ça vous déçoit aussi. Sans compter qu'en plus, on parlait de Wonder Woman qui va tomber sur HBO Max. Il y a plusieurs points qui font que c'est une catastrophe. Dans HBO Max est disponible aux États-Unis. Oui. Après, ils parlent pour le monde au niveau mondial. S'ils n'ont pas sur HBO Max, ils vont faire des sorties ciblées en cinéma. En Europe, ils sont chanceux. Ils parlent qu'à mi-décembre, ils vont rouvrir leur cinéma. Les autres, c'est fucking pas le cas en ce moment. Là. Ils vont rien rouvrir avant très loin en 2021. Et aux États-Unis, il n'y a pas grand-chose qui va rouvrir. Puis sur plusieurs marchés. Donc, sur HBO Max, aux États-Unis, le film va être disponible. Et HBO Max ne présente pas encore de 4K, sont encore en HD 1080. Et le monde, on ne sait même pas s'il faut qu'on paye pour le film. Il va directement sur streaming avec l'abonnement à 10$ par mois. Ailleurs dans le monde, si tu n'as pas de cinéma comme au Canada, puis nous autres, on a nous entendre avec Bell pour ne pas HBO Max, le film ne sera possiblement même pas disponible. On ne pourra pas le voir nulle part sans avoir un VPN puis s'abonner à HBO Max. Et ça va être la même chose partout dans le monde. Je veux bien croire que DC là, puis AT&T, il faudrait qu'ils sortent leur film. Sauf que à quoi ça sert de sortir ça en disant on va le mettre dans les cinémas ailleurs, que les cinémas ne sont pas fermés, puis que ta plateforme est disponible nulle part avec... Allô, le piratage, là, c'est comme ça que ça va se terminer. Oui, puis effectivement, puis en plus, comme je te disais, là, vu que le 4K n'existe même pas, puis que ça va être une qualité de base, oui, mais dans le piratage, peu importe la qualité que tu vas le prendre, là, ça va être la même chose que si tu aurais payé 30$ pour l'avoir. Jean-Nic, tu dois être déçu, tu avais hâte. Oui, mais je voulais le voir en salle, mais tu sais, j'ai déjà hâte d'acheter mon Blu-ray. Je vais essayer de le voir d'une manière ou de l'autre quand il va sortir. Puis après ça, je vais acheter le Blu-ray bien content des One quand il va sortir. Ça me fait chier de ne pas pouvoir le voir en salle. En même temps, je comprends pourquoi ils font ça. Là. Ils veulent essayer de rentabiliser au max les endroits dans le monde où il y a des possibilités que les salles soient ouvertes. Ils vont le pitcher là. Aux États-Unis, ils vont te l'envoyer sur HBO Max. Puis, ils sont pognés que le film, là, il est tourné, l'argent que j'ai dépensé. Il faut qu'il sorte, il faut qu'il le rentabilise. Mais ils ont une deuxième réalité aussi, c'est parce que ce qui a poussé dans la balance pour le sortir sur HBO Max, c'est que autant de Disney a réussi à pogner, quoi, ils sont rendus à 93 millions d'abonnés à Disney. À peu près. À peu près dans le coin. Ils ont réussi à avoir quand même une bonne montée, puis ils ont quand même du monde qui sont stables là-dessus. Avec rien, là. Avec rien partout, parce qu'on n'arrête pas de dire sur la plateforme, là, si vous n'aimez pas les films de Disney puis vous n'avez pas d'enfants, là, ça sert à sweet fuck all d'avoir ça. Alors que HBO Max, depuis le lancement, ils n'ont jamais réussi à faire lever les abonnements. Sérieusement, leur plateforme est un échec lamentable et le gamble qu'ils font avec Wonder Woman, c'est qu'on accepte de perdre du cash, mais en espérant, là, moi, je pense qu'ils visent un 20% d'augmentation des abonnements. Et de façon steady, ils ne l'auront jamais. Mais est-ce qu'ailleurs au Canada, par exemple, pourrait être disponible comme les Trolls l'avaient été, par exemple, sur Amazon ou sur... même pas en location, genre pay-per-view? Parce que de la façon qu'il en parle, ça ne sera même pas comme il était sur Disney, que tu payes 30$ de plus pour l'avoir. Il va être sur HBO Max direct, ça ne sera pas en location. Donc, c'est pas quelque chose qui va être disponible en streaming, en location. C'est disponible sur HBO Max ou en salle, ça finit là. Ils n'ont pas parlé d'autres plans. Puis la Schneider Cut, ça risque d'être la même chose? Schneider Cut, ça va être le même problème. Il faudra qu'on le pirate parce que s'il va lien sur HBO, puis c'est disponible nulle part. C'est un peu de la merde. Hey, avant de se laisser, j'ai remplacé les poisons à la dernière minute. Je sais que tu voulais me parler de crossover aussi, Alan. Es-tu capable de me faire ça rapide ou tu préfères attendre au prochain épisode? Je vais faire ça rapide parce qu'il n'y a qu'un numéro qui est sorti. Là. Dans le fond, Crossover, c'est une nouvelle série qui vient de commencer chez Image Comics. C'est écrit par Donny Cates, qu'on connaît, qui a travaillé beaucoup sur Venom, dernièrement chez Marvels, qui a fait plusieurs autres séries. C'est un gars qui a failli mourir à plusieurs reprises, ça a l'air dans sa vie, qui a été hospitalisé souvent. Puis à chaque fois qu'il sort de ses hospitalisations, il écrit des séries qui sont plus intimistes. La première fois, il avait écrit quelque chose qui était plus dark, puis là, il a décidé d'aller dans le plus sur l'espoir. Donc, il a écrit la série Crossover. Donc, ça se passe, mettons, on commence au Colorado. L'univers des comics de DC, Marvel, tout existe pour de vrai. Là, tout le monde peut acheter des comics partout, Superman, Batman, tout le monde est connu. Mais à un moment donné, il y a une fracture qui se passe dans la réalité. Les personnages de super-héros, Superman, Batman et compagnie, arrivent au Colorado,
Puis, ils commencent à s'entretuer et comme dans n'importe quel méga event où on ne voit pas trop ce qui se passe, ben arrêtez, ben, les buildings tombent d'en face du monde du Colorado. Mais ils ont les droits sur les personnages, ils peuvent les utiliser? C'est Image Comics, où pas les personnages font rien que name dropper de monde puis parler de DC puis de Marvel. Mais ils dessinent pas, je sais. Non, il ne dessine pas, mais c'est assez spécifique qui existe là-dedans. Donc, les personnages de bande dessinée, tout ce qu'on connaît vraiment là, arrive au Colorado, puis ils s'entretuent. Puis à un moment donné, la guerre devient tellement sévère qu'il y a un des héros sur place qui réussit à créer un champ de force qui protège le Colorado puis qui empêche tous les héros de sortir de là. Donc, on vit dans un monde où ils savent qu'au Colorado, c'est mort, il y a une bulle, puis tous les super-héros sont en train de s'entretuer là-dedans. Et tu as le reste du monde qui doit survivre en sachant que les super-héros existent pour de vrai. Donc, tu as la guerre entre le christianisme et il y a un dieu qui existe, oubliez Superman. Donc, DC, Marvel sont morts dans cet univers-là. Tous les comics ont été brûlés parce que ça représente le mal puis ce qui tue l'humanité. Et donc, tu te ramasses avec une fille qui travaille dans un comic book shop. Et dans le comic book shop, dans le premier numéro, il y a une petite fille qui se présente là puis qui vole une BD. Puis quand elle vire de bord, tu te rends compte que la petite fille a la face comme les pixels de couleur qui ont été utilisés dans les années 50-60 pour faire le comics. Le pop art. Tu te rends compte, ouais, tu te rends compte que finalement, elle, c'est une autre. Sauf qu'ils ne sont pas supposés sortir du Colorado. Puis là, ils font comme, quoi t'as fait pour sortir de là? Elle fait comme, il y a un passeur qui nous aide à sortir pour nous protéger. Là, ils font comme, mais c'est qui t'aide? Elle fait comme, je connais pas son nom, mais je peux te le dessiner. Elle dessine Superman. Ah, cool. Donc, tu as une série où les héros existent vraiment. Tu as l'humanité qui vit un conflit entre Dieu et les super-héros. Parce que, comme Donny Cates l'explique, il fait comme, peu importe l'humanité, peu importe la religion qu'on va avoir, qui peut avoir plus d'impact entre Superman et l'humain normal. Peu importe ce que tu vas apporter dans ta vie, Superman va te survivre. Puis on va toujours parler de Superman. Ah, intéressant. Donc, puis là, il y a rien qu'un numéro de sortie? Oui, il y a juste un numéro, puis c'est ça qui est le fun, c'est de savoir où est-ce que ça s'en va, puis ça va être quoi le message d'espoir qu'il va apporter dans cette série-là. C'est un combien de numéros? C'est ongoing? Ben, c'est une mini-série, ça? C'est ça qui est le fun, c'est que c'est pas vraiment indiqué, c'est que ça se peut que ça soit une ongoing, puis ça se peut que ça dure plus que 6 numéros. C'est du Image Comics, mais honnêtement, là, ça vaut le coup d'œil. Là. OK, on va vérifier ça. Et je vous disais donc qu'on va remplacer les poisons. Je vous ai demandé ça, je ne sais pas si vous avez eu le temps de réfléchir, puis pendant que je parle, vous allez peut-être avoir le temps de réfléchir, mais des suggestions cadeaux pour nos amis geeks, parce que Noël s'en vient. Si vous avez des idées de coffrets ou de belles choses que vous possédez à la maison qui pourraient être un bon cadeau. Et je me lance parce que mon papa m'a donné de l'argent pour que je m'achète un cadeau cette année. Et je veux vous parler parce qu'il est arrivé de l'édition gigantesque de Sin City. C'est merveilleux. Je pense que tout le monde qui aime les comics devrait avoir cette édition-là, qui est encore plus grosse que les omnibus là, en termes de longueur. Là. C'est massif. Là. Ça ne rentre pas dans ma bibliothèque. C'est épais comme c'est pas possible. Ça contient tous les Sin City. Et honnêtement, là, la qualité du papier, les dessins, le fait que c'est en gros format, ça me fait penser un peu aux Absolutes, là, Alan, là, en termes de format. Là. Ouais. Et de tourner les pages de ça, oui, c'est pas facile à lire. Il faut que tu le déposes sur un meuble là, ou encore sur tes... Tu peux pas te traîner ça dans les mains, dans les airs. Là. Mais je pense que c'est superbe. C'est vraiment une grosse Bible. Elle n'est pas très chère à part de ça. Là. 107 $, taxes comprises toutes, là, elle vous appartient. Vous avez toutes les Sin City dans un gigantesque livre qui est beau, que vous pouvez exposer. Et honnêtement, c'est une belle pièce. C'est ma suggestion de Noël. Si vous avez envie de ça, ça se trouve, là, c'est pas trop difficile à trouver. Puis honnêtement, ça vaut le détour. Jean-Nic, je vais avec toi. Je vais y aller avec 2 suggestions, 2 bandes dessinées qui devraient se retrouver dans toutes les collections, selon moi. Je vais y aller avec la plus chère en commençant. Je vais y aller comme toi. Là. Il existe un omnibus du travail de Jeff Loeb puis Tim Sale chez DC Comics. Oh oui, il est beau. Dans le fond, ça contient Dark Victory, Long Halloween, Haunted Night. Puis When in Rome, la série de Catwoman. Et ça, c'est rare, hein, parce que When in Rome, seul, là, le TP n'est pas achetable. Oui, ça se trouve presque pas. C'est un omnibus, fait qu'on parle dépendamment d'où vous allez trouver, entre 5 et 150 $, mais c'est vraiment un format magnifique. C'est probable. Moi, c'est mes histoires préférées de Batman. Tim Sale, c'est mon dessinateur préféré. Jeff Loeb, c'est un de mes auteurs
préféré. Il a perdu du galon avec le temps, mais à cette période-là, c'était probablement le meilleur écrivain de bande dessinée. Mais ce qui est le fun, Jean-Nic, c'est que vu que Tim Sale, c'est ton dessinateur préféré, tu vas apprécier beaucoup les dessins de ton petit gars à 6 ans. C'est ce que je trouve merveilleux. Ça veut dire que tu vas y garder longtemps. C'est ça qui est le fun. T'as une belle âme. Mais je recommande, si vous voulez faire un cadeau à un être cher ou, mettons, que vous voulez m'acheter cet omnibus-là. Ou vous l'achetez à votre blonde vous dit que c'est ça, Calice. Tu dis, ben si tu ne l'aimes pas, je vais le prendre. C'est un bonne façon. Ta deuxième? J'ai hâte de pouvoir le lire avec mon petit gars. Deuxième, un petit peu moins cher, un TP qui va vous coûter une trentaine de dollars. Quelque chose que j'ai jamais abordé. Un auteur qu'on ne parle pas assez souvent, Jeff Lemire. Son œuvre. On avait réussi! On était à 1h18! Asti! 1h18! Tantôt, puis je regardais, j'ai passé vite dans les TP. J'en ai jamais parlé, mais Essex County, dans le fond, c'est son œuvre maîtresse. Là. C'est toujours son œuvre maîtresse, Jean-Nic! Arrête! Mais il y en a tellement. Non, mais celle-là, il a gagné il me semble qu'il a gagné un Eisner Award pour ça. C'est le truc qui l'a mis sur la map et probablement le truc qui est le plus personnel. Puis tu sais, quand tu lis n'importe quoi de Jeff Lemire, c'est dur de ne pas comparer à Essex County, qui est comme une trilogie d'histoires qui se passe à Essex County, qui est comme une petite ville qui ressemble à Toronto. On n'est pas dans de la bande dessinée de super-héros. Là. C'est des histoires plutôt intimistes. Un petit garçon qui a perdu son père, qui est élevé par son oncle, qui est un ancien goon dans une équipe de hockey, une ancienne infirmière qui répare des vêtements dans sa communauté. C'est des histoires qui sont quand même assez lourdes. Très, très triste. On a un côté rural communautaire qui est super fort là-dedans. C'est super touchant, c'est bourré de cœur. Pour une trentaine de dollars, mettez ça dans votre collection. Essex County, Jeff Lemire, je pense que tout le monde se doit d'avoir ça. Je t'haïs, Jean-Nic, je te déteste. On était à ça d'avoir un épisode sans Jeff Lemire. On a vraiment failli réussir, là. C'est pas une joke, là. OK, Alan. Un joke. Alan. Je viens juste de m'acheter The Question de Jeff Lemire. Ah! Chez Comic Hunter. Et honnêtement, je pense qu'après le show, je vais y brûler, tabarnak. J'ai écrit sans feu. C'est funny. Moi, je vais y aller avec... c'est quelque chose... C'est un auteur que j'ai déjà parlé de manga dans des épisodes dans le passé. Sauf que là, il vient de sortir un nouveau manga, Gutanabe. Il vient de sortir L'Appel de Toulouse. Le mois dernier. Donc, il est rendu à quoi? C'est sa quatrième... Ils sont beaux, ces volumes-là. Quatrième manga sur des histoires de Lovecraft. Il y a eu Les Montagnes hallucinées, il y a La couleur tombée du ciel, il y a le truc sur le temps, puis là, présentement, on a L'Appel de Toulouse. Les versions françaises, honnêtement, ils ont des reliures en cuir qui sont merveilleuses. Ils ont un beau format. L'art de Gutanabe est incroyable. Le nombre de détails qu'il peut y avoir dans une case, où ce que, tu sais, même s'il n'y a pas de parole dedans, ça va te prendre entre 1 à 5 minutes de passer à travers d'une case tellement qu'il y a de détails, puis tu n'oses pas la tourner plus vite parce que tu veux trop voir de choses. Puis c'est surtout de la façon qu'il interprète Lovecraft, la façon qu'il amène l'horreur, la façon qu'il nous la fait vivre, que vous avez déjà parlé. C'est tellement un auteur qui est incroyable. Et ce qui est le fun, c'est que les 4 histoires ne se suivent pas. Donc, vous pouvez choisir celle-là qui vous intéresse, l'acheter et la donner à quelqu'un. Donc, vous avez un beau manga avec une reliure en cuir. Donc, le dessin sur le dessus est en gravure. C'est super beau. Ça fait découvrir Lovecraft à des gens qui ne connaissent pas. Puis on n'a pas besoin de connaître Lovecraft pour apprécier l'œuvre, parce que contrairement au roman de Lovecraft, de la façon qu'il écrivait, où ce qui nous expliquait rien, puis il fallait tout deviner, là, tu as du visuel, puis il n'a pas peur de nous le montrer. Donc, pour les non-initiés, c'est encore plus facile de découvrir cette œuvre-là grâce à Gutanabe. Puis pour le prix, là, c'est à peu près 30$ le manga, là. Il n'y a aucune raison de ne pas en avoir au minimum un dans sa bibliothèque. Même moi, j'ai le goût, là, honnêtement. Là, ça fait plusieurs fois que je les vois quand je passe en librairie, puis que je suis le genre de gars que je sais que j'aimerais Lovecraft, mais que j'ai toujours eu la paresse de ne pas le lire. Man, lance-toi là-dedans. Je te dirais, on dit tout le temps que Lovecraft, c'est un auteur qui est genre pas adaptable. Puis on a essayé maintes et maintes fois au cinéma. Là. L'adaptation de Gutanabe, en fait, c'est juste parfait. Puis si vous pensez que le manga, ça se résume à Dragon Ball puis Naruto, vous allez manger une claque en lisant ça. Son dessin est à se jeter dans les murs. Ah, j'ai vraiment le goût de l'essayer. J'ai vraiment le goût de l'essayer. C'est bon. Hey, merci pour les suggestions. Honnêtement, je pense que
regarde, on va refaire ça au prochain épisode aussi parce qu'on va être un peu avant Noël encore. Donc, pensez-y, là, faites le tour de vos bibliothèques pour les belles pièces de collection. Je pense que ça vaut la peine de présenter ça aux auditeurs. Messieurs, je vous remercie. On se retrouve dans 2 semaines. On s'en va dans 2 semaines. Bonne nuit. Salut.